Quel anime vous a le plus frustré car il n'a jamais eu de suite? On en a forcément beaucoup en tête. On sait que certains n'ont pas de suite parce que le manga n'est pas terminé et croyez-moi, les studios d'animation derrière ces animes-là aimeraient avoir les suites pour les adapter. Certains se voient même avoir des reboots des années après. Et on a eu quand même de très belles surprises qui nous redonnent l'espoir qu'un jour ce soit possible d'avoir une suite. Mais c'est en penchant sur la question qu'un anime m'a rappelé que certains n'auront jamais de suite. Et je parle même de toute une mode d'une époque qui a été complètement effacée. J'ai mené l'enquête, j'ai bien réfléchi et ce phénomène, vous allez le voir, dépasse même les frontières du Japon. Un phénomène mondial qui a fait passer des œuvres iconiques au rang d'œuvres oubliées, souvenirs lointains des années 2000. Une époque où pour cet anime, cette œuvre exceptionnelle dont je vais vous parler, les sujets touchy, voire même très problématiques étaient totalement ok. Une époque où on se souciait vraiment beaucoup moins de savoir si c'était regardable ou pas, on se prenait moins la tête, on savait que c'était de la fiction. Je vous parle du phénomène inoubliable, d'une œuvre dans mon top 3 shoujo all time, celle avec une des histoires les plus problématiques du manga, l'œuvre iconique de Matsuri Hino, Vampire Knight. Je préfère prévenir, cette vidéo va un peu spoiler, mais dans tous les cas, si vous ne connaissez pas, ça ne vous empêchera pas de commencer l'œuvre. Pas de spoil de la fin, évidemment, et à tous ceux qui sont nés trop tard ou qui sont passés complètement à côté de ce phénomène, cette vidéo, sachez-le, comme d'habitude en ce moment, va puer la nostalgie et va vous rappeler une époque qui a été complètement effacée, passée de mode, malgré le fait que pour moi, elle est intemporelle. Être maudit, la malédiction du sang, l'esthétique gothique, la musique épique, ce n'est absolument pas de Vampire Knight dont je vous parle actuellement, mais bien du nouveau jeu mobile qui va ravir tous les fans de vampires et de jeux au graphisme recherché et à l'histoire sombre, Silver and Blood. Il y a plus de 1700 ans, 13 alchimistes ont bu le sang de Abel le martyr, débloquant le pouvoir de se transmettre la mémoire par le sang et devenant ainsi immortels. Ils furent les premiers sang-nés, les premiers Bloodborne. Et nous voici 1000 ans plus tard, en 1353. Alors qu'une maladie décime la population, la maladie du sang noir, un jeune homme du nom de Noah va être accusé d'avoir cette maladie et traité d'hérétique, l'envoyant sur le bûcher. Mais alors qu'il était prêt à être dévoré par les flammes, une Bloodborne arrive et le sauve. Sauf qu'elle ne l'a pas sauvé pour rien, il serait la clé pour les Bloodborne du retour sur la lune. Il ne comprend pas trop ce qui se passe, et nous non plus pour l'instant, mais le voilà embarqué dans une aventure extraordinaire où son destin va être mêlé avec le sang. On est un jeu à l'esthétique gothique et ça rend vraiment nostalgique. Ses chara-design, les histoires vampiriques qui je trouve manquent cruellement aux œuvres actuelles, et surtout, il faut savoir que la musique est exceptionnelle dans ce jeu. Elle a été faite par Yasunori Nishiki, qui a fait notamment la bande originale d'Octopath Traveler. Également, vous allez être servi avec les comédiens de doublage. L'incroyable voix de Dio, ainsi que Akari Kito, Toshiyuki Morikawa, Shinichiro Miki. Vous allez plonger dans un monde de vampires très stylé. Dans ce jeu mobile de type RPG, vous allez pouvoir enchaîner les combats, mais aussi découvrir l'histoire palpitante de Silver and Blood, le réveil de la mémoire du sang, le chemin du retour commence. Alors n'hésitez pas à scanner le QR code juste ici, ou tout simplement en cliquant sur le lien en description, pour jouer à cet incroyable jeu et participer également à l'événement Quelle est la couleur de votre sang? Bref, vive les vampires. Transition. On plonge dans un univers sombre à l'esthétique gothique. Dès les premières images, le sang est déjà présent. Yuki est seule dans la neige, elle est perdue et surtout a perdu la mémoire. Et c'est là qu'une créature arrive pour la dévorer. Mais un jeune homme vient la sauver. Nous voilà quelques années plus tard à l'Académie Cross, une académie très spéciale qui contient la Day Class et la Night Class. Vous commencez déjà à comprendre, cette académie fait en sorte que les humains et les vampires puissent presque étudier ensemble. Derrière cette initiative, c'est Cayenne Cross, qui souhaite améliorer les relations entre les deux. Mais évidemment, pour éviter tout problème, ils sont dans des pavillons séparés. Les humains vont en cours la journée et les vampires la nuit. Cayenne Cross n'est pas inconnu du monde des vampires, car c'est le plus grand chasseur de vampires désormais à la retraite. Et c'est également celui qui a adopté Yuki, orpheline, qui ne se souvient pas de son passé. Mais il a adopté également une autre personne, un dénommé Tsero, qu'il a trouvé un jour le corps recouvert de sang, lui aussi orphelin. Alors que Yuki est souriante et toujours enjouée, lui est toujours de mauvaise humeur et très peu avenant. Yuki et Tsero sont les gardiens de l'académie, les gardiens de cet équilibre fragile, qui veille au bon fonctionnement du roulement entre la Day Class et la Night Class. Ils sont d'ailleurs les seuls au courant de la présence de vampires et qu'ils sont potentiellement très dangereux, malgré le fait que la Day Class soit en admiration devant ces purs beaux et belles gosses. Et il y en a un en particulier qui surpasse les autres, c'est Kuran Kaname, le protecteur de Yuki, celui qui l'a sauvé des années avant de cette créature dans la neige. Un vampire de sang pur, la plus haute distinction et la plus haute classe sociale. Car oui, dans cet univers, les vampires ont une hiérarchie. Impliquant des degrés de pouvoir et de soumission.
Et ça, Zero, ça l'horripile. Il déteste par-dessus tous les vampires et souhaite leur mort, et la seule personne qu'il tolère, c'est Yuki. Et elle, en gros, elle a le cul entre deux chaises. C'était si bien, ce petit ASMR résumé, j'ai tout niqué. Vous commencez déjà à voir le triangle amoureux qui s'amène. Et vous pensez bien que le passé de Yuki et de Zero et le côté extrêmement mystérieux de Kaname vont être les points centraux de cette histoire et de l'évolution du scénario. Et croyez-moi, cet anime, cette œuvre est une véritable tragédie. Les gens souffrent constamment, c'est jamais drôle pour eux, même s'il y a quand même de l'humour dans cet anime pour pallier au moment dramatique, le destin de ces trois personnes est catastrophique. Et pas la peine de chercher un happy end à cette œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça, personnellement, que j'adore. La dépression! Car le monde des vampires, c'est un monde particulièrement sombre qui implique énormément de sang, de violence et de frustration, mais aussi ça mène un côté très sensuel, voire très sexy. Et ça, la mangaka Matsuri Hino voulait absolument mettre cette ambiance gothique qui mêle souvent esthétique très poussée, où le romantisme et le morbide s'entremêlent, la tentation et le désir se confondent avec la souffrance, le rouge et le noir sont dominants, et c'est ça toute la beauté et l'impact visuel de Vampire Knight dans la pop culture. Et si on parle du manga, tout simplement que je vous conseille à 100%, car les dessins de Matsuri Hino sont sublimes. Ils sortent presque de ces chara design très 90, mais modernisés, ce trait fin et retravaillé, les visages sont sublimés, les regards sont mélancoliques et perçants, chaque détail de chaque tenue jusqu'à la dentelle sont peaufinés. C'est un vrai bonheur à lire, et rien qu'à voir les covers de chaque tome, on sait qu'on va avoir un pur régal visuel. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour beaucoup, cette œuvre est quand même, on est très honnête, très problématique. Et pourtant, on a totalement validé. Et pour beaucoup, ça nous a pas posé problème. On était un peu Montessori. Tempête émotionnelle, c'est ok. Car dans le lore du vampire, et même de la noblesse, comme je vous l'ai dit, avec le thème des sangs purs et de familles presque royales, cela implique parfois, et voire même très souvent si l'on creuse, même dans nos faits historiques, les mariages entre personnes du même sang sont souvent de mise pour préserver la lignée et même préserver le sang pur. Vous la voyez venir? Pour notre plus grand bonheur. Mais premier problème, l'homme qu'elle considère un peu comme son frérot, qu'elle a friendzone, avec qui elle a grandi depuis sa perte de mémoire, ce fameux Zero, va un jour la plaquer contre le mur et l'agresse littéralement, et faire d'elle sa Banque de France du sang. Et ouais, son meilleur pote est en fait un vampire. Et ce sang que l'on avait découvert sur lui, eh ben c'était la morsure d'un vampire de sang pur. Donc Zero va devenir une menace constante pour Yuki, constamment torturé d'être en train de devenir ce qu'il déteste le plus au monde, parce qu'il commence à se transformer quelques années après sa morsure, et je vous ai dit, il y a un système de level dans Vampire Knight. Et les humains qui sont fait transformer doivent absolument boire le sang de la personne qui les a transformés, ou au moins boire le sang d'un vampire de sang pur, sinon ils deviennent des level E. Le level le plus bas, ils dégénèrent lentement vers ce niveau pour devenir des monstres qui ne se contrôlent plus. Et ça, Kaname, le protecteur de Yuki, ça va l'énerver fortement. Personne ne touche à Sayuki. Et vous allez voir, Kaname en plus il a souvent des phases, il est en train de jouer aux échecs. Le mec est constamment en train de calculer tout ce qui se passe. Kaname. Vous voyez un petit peu où ce que je veux en venir avec le personnage de Kaname? Ce manipulateur incroyable. Problème! Red flag sur red flag. J'adore! Sauf que dans cette histoire, Yuki, elle protège Zero. Elle va essayer de l'aider en étanchant sa soif, puis Zero il est totalement torturé, c'est celui qui va littéralement le plus souffrir dans cette histoire, que ce soit son histoire personnelle, au niveau de sa famille, sa transformation, son amour pour Yuki qui est de plus en plus une torture pour lui, c'est le miskin ultime, et pourtant on est beaucoup à être de la team Zero. Mais en même temps, regardez-le, à quel moment il dort dans la baignoire? Croyez-moi, vous allez pas être au bout de vos surprises. Je dirais même de vos peines. Parce que là vous vous dites, bon c'est le mec qu'elle considère un peu comme son frère, mais bon, y a pas de lien de sang Soso, c'est pas très grave, mais c'est pas ça le problème. Ça c'est rien ça. On parlait de consentement sur le fait qu'à chaque fois, ils la prennent par surprise dans la salle de bain pour la transformer en milkshake fraise. Bon, au pire ça passe. Et si je vous dis que cet anime, ce manga dans mon top 3, et qui est encore apprécié par beaucoup de personnes, est en fait une œuvre qui met en avant l'inceste. What the fuck? Et c'est totalement ok, on adore tout ça. Je sais, c'est totalement une dinguerie, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on apprend que Yuki est en fait une vampire et que son sombre passé, justement, c'était d'être une vampire à qui on a enlevé la mémoire et ses pouvoirs, et que Kaname est en fait son frère à qui elle est fiancée depuis la naissance. Et là, vous commencez à vous dire... Ah. Et d'ailleurs, Kaname était totalement au courant, et c'est lui qui va la retransformer en mode « Comeback, ma chérie, on est fait pour être ensemble. Passons aux choses sérieuses. » Entre frères et sœurs. Je vous ai dit, il y a tout ce principe de vampire de sang pur, de noblesse, où souvent les gens, pour préserver leur lignée, sont ensemble. Et en fait, au final, nous on est en mode, ok, y a pas de problème, c'est culturel, si c'est comme ça chez eux, qui on est pour juger? Les parents de Yuki étaient eux-mêmes frères et sœurs, et le pire, c'est que je me suis surprise à les trouver très mignons ensemble. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un frère et une sœur, s'ils s'aiment vraiment, qui on est pour les juger, peuvent vivre une vie ensemble, heureux, d'amour, sans procréer.
on passe notre temps à se demander comment ça va finir, parce que l'anime malheureusement ne couvre qu'une partie, et la suite, croyez-moi, c'est vraiment la dépression. Je ne vous spoile rien quant à la relation entre Kaname, Yuki et Zero, mais c'est quelque chose, et elle est très très forte l'autrice. À l'époque, et encore aujourd'hui, le débat c'est toujours Team Kaname ou Team Zero. Et en fait, après toutes ces années, moi j'ai ma réponse. Bah moi je suis Team Yuki. Voilà, moi je suis Team Yuki, vous savez pourquoi? Parce qu'elle se tape les deux cette connasse. Pourquoi choisir au final? Moi je joue à Love and Space, j'aime pas choisir. Pardon, ça c'était une autre vidéo. Vampire Knight c'est un phénomène monstrueux dans les années 2000. Matsuri Hino commence en 2004 à publier Vampire Knight dans le magazine shoujo Lala, qui a eu également des énormes titres comme Uran High School Host Club ou encore l'exceptionnel Maid-sama. Vampire Knight c'est 19 tomes de 2004 à 2013, un anime de 2 saisons de 13 épisodes chacune, sorti en 2008. Apparemment 5 saisons étaient prévues, mais que 2 sont sorties. Super. Ah, étonnant de la part d'une adaptation shoujo, comme d'habitude, on est toujours mis de côté, on n'a jamais eu droit à une suite, mais ça on en parlera une autre fois. Et dites-vous que cette année, normalement en août, la série Vampire Knight Memories, qui est une suite sortie en 2016, va se terminer. Et peut-être que vous ne saviez pas, mais à la base, Vampire Knight Memories, ça sort après un autre manga qu'elle avait fait, et c'était un one-shot. Sauf que ça a tellement plu, bah en fait ils sont partis sur une série, sauf que le rythme de parution était très très lent. Là pour vous dire, il y a 10 tomes actuellement depuis 2016. C'est un peu long. Mais ça va, on lui laisse prendre son temps. C'est quand même très très long. Donc c'est 21 ans de parution pour cette œuvre qui continue quand même à marcher. Mais ça reste bien loin des chiffres qu'ont pu atteindre l'œuvre à la fin des années 2000. Chez nous, c'est chez Panini. Et dites-vous qu'entre 2008 et 2011, c'est plus de 500 000 exemplaires qui vont être vendus en France. Pour un shoujo de 19 tomes, c'est énorme. Ça dépasse en France les ventes de GTO, Air Gear ou encore Black Butler. Et c'est genre à 200 000 exemplaires de vente de Nana. Plus gros hit shoujo. C'est pas n'importe quoi et en peu de temps. Sachant qu'on n'était pas au boom, à l'explosion du manga en France. C'est énorme ce chiffre. Au Japon, le tome 7 s'est vendu à 95 000 exemplaires la première semaine, le mettant dans le haut du panier des ventes de manga. En fait, Vampire Knight va toujours garder presque une constance durant ces années, surtout avec l'arrivée de l'anime qui va le booster, car avec des tomes qui se vendent entre 70 000 et 190 000 exemplaires pour chacun, Vampire Knight va être très souvent dans le top Oricon, au moins dans le top 20. Et encore une fois, à côté de Mastodon Shonen, avoir un shoujo classé dedans, c'est une belle performance. Et c'est une preuve de sa popularité et de son impact dans l'univers du manga. Et comme je vous le dis depuis longtemps, l'animé est toujours là pour booster les ventes du manga. Et ça va être le cas à 100% pour la version animée sortie en 2008. L'animé est fait par le studio Dean qui s'est occupé de Fruit Basket, Ranma 1/2 ou encore Konosuba. Et en toute honnêteté, vous allez le voir par vous-même, ou vous l'avez déjà vu depuis le début de cette vidéo, l'animé ne vaut pas du tout le manga. C'est pas non plus une dinguerie en termes d'animation, vrai pour l'époque, ça se regarde vraiment bien. C'est toujours mieux que Black Clover. Pardon. Cet animé, il est visuellement sympa, mais c'est pas non plus une dinguerie. Mais l'univers est quand même respecté dans sa colorimétrie et surtout dans ses musiques, nous offrant des openings et des endings pour les 2 saisons légendaires. D'ailleurs, l'opening 1 et 2 sont chantés par On Off, un groupe qu'affectionne particulièrement Matsuri Hino, l'autrice, et qui va fortement contribuer à la popularité de l'anime. Et ce qui va énormément plaire également, c'est qu'on n'est pas juste dans une romance classique avec un triangle amoureux, classico, mais au contraire, il y a beaucoup de phases de combat, une intrigue poussée, une tension sensuelle, voire même sexuelle par moments, des personnages iconiques, des seiyuu de qualité derrière les personnages, dont celui de Light Yagami, joué par Mamoru Miyano derrière le personnage de Zero. Non, vraiment, lui, c'est de l'ASMR érotique en constant. Oh mon gars, et même visuellement, d'un point de vue mode, Vampire Knight va énormément marquer dans le monde entier, surtout les costumes de la Night Class et de la D-Class, qui sont énormément cosplayés. C'est cette mode du gothique Lolita, très travaillée, très recherchée, qui cartonne déjà à l'époque, qui va s'exporter mondialement et marquer les esprits. Les personnages sont développés, charismatiques, profonds, c'est une histoire très torturée, et ce mélange romance et sanglant coïncide surtout avec le milieu du vampire et l'univers gothique qui sont à cette époque, à leur apogée. Et c'est ça un peu le propos de cette vidéo dont je voulais absolument vous parler. Cette époque qui a disparu. Une mode qui s'est éteinte après les années 2010. Peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais moi personnellement, je le vois tous les jours. Et j'en pleure, je veux que ça revienne. On se souvient que les années 2000, ça a été vraiment l'apogée de toutes les œuvres vampires, même si les années 90 ont eu leur lot de films classiques, tels que Entretien avec un vampire ou encore Dracula de 1992, que ce soit Buffy contre les vampires, pas celui-là, il pue la merde. Ah non, voilà, pas le film, la série qui pue les années 90 début 2000 avec cette mode gothique punk, mélangée au style goth victorien, un générique métal rock, transformant notre blondinette en héroïne badass ultime et amenant des personnages torturés et problématiques comme Angel et Spike.
S'ensuit une flopée de sagas et de films, La Reine des damnés avec Aaliyah, Blade et sa bande sont exceptionnels, Underworld avec Kate Beckinsale, ramenant également le mythe du loup-garou, avec ses peaux très pâles, ses yeux bleus et cette colorimétrie extrêmement froide, et ses tenues à la Matrix, le mythique Van Helsing, ou encore Je suis une légende. Et oui, c'était des vampires dans le roman de base, ça explique pourquoi ils ne supportent pas le soleil. Non, non, tu ne mets pas la scène du chien. Non! Mais le plus gros phénomène, ça reste Twilight, un succès planétaire, 5 films, 4 romans vendus à des millions d'exemplaires, une saga qui se termine en 2012 et qui va presque enterrer avec elle cette hype du vampire, malgré des séries comme Vampire Diaries ou encore True Blood qui ont commencé avant 2010 et qui ont perduré notamment avec la 8e et dernière saison de Vampire Diaries en 2017 avec Damon. Et d'ailleurs, Damon s'inscrit vraiment dans ce principe du personnage problématique. Vampire égale problème. Égal on adore. Ok, c'est bon, c'est imprimé, laissez-nous tranquille. Mais depuis, c'est le calme plat. La mode du vampire est essoufflée, essorée, voire même boudée, car on l'associe à du cucu. Des œuvres gnangnan pour adolescentes, ou femme qui vit seule avec son chat. C'est quoi ces clichés là? Bon après, en même temps, quand on voit ça, ça aide pas non plus. Are you absolutely sure about this? Really serious. Yeah? Yes. All right. Après, côté manga, on en avait à foison dans les années 2000. Hellsing qui a eu le droit à sa version de 2001, mais aussi à une version Ultimate, un des plus grands chefs-d'œuvre vampires de l'histoire du manga. Trinity Blood et son opening exceptionnel chanté par le groupe Buck-Tick. Rosario Vampire, Vampire Hunter D, un film sublime illustré par Yoshitaka Amano, un artiste exceptionnel qui a également fait le chara-design de l'illustration de FF15, ou encore Blood, The Last Vampire, et j'en passe. Et encore une fois, parmi toutes ces œuvres, il y a un point commun qui ressort et qui est assez itinérant aux années 2000. C'est bien cette colorimétrie sombre, cette atmosphère pesante et cet aspect un peu gothique que l'on a de près ou de loin. Que ce soit dans l'ambiance, dans les décors ou dans les tenues. C'est aussi une époque où internationalement, le rock et le metal marchaient très bien. Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Green Day, Muse, Marilyn Manson, Slipknot et j'en passe. Ce style de musique cartonne et tout le monde écoute. On a en face le rap et R&B, mais vraiment, il y en a pas un qui cartonne pour moi plus que l'autre. Et parfois, les gens écoutent les deux. On a même des super feats comme Linkin Park et Jay-Z. Le rap et le rock se mélangent, comme avec Limp Bizkit. Et c'était cette ambiance vraiment underground qui plaisait autant en termes de tenue qu'en termes musicales. Et au Japon, c'est la même chose. Depuis les années 90, le rock a toujours eu une très bonne place, même si on connaît beaucoup la J-pop. Le J-rock est vraiment à son apogée dans les années 2000. Et surtout le visual kei, un style vraiment propre au Japon qui a énormément influencé la pop culture japonaise. Des groupes mythiques comme Malice Mizer, à l'esthétique travaillée, des tenues victoriennes, romantiques, gothiques, une scénographie exceptionnelle et son chanteur Gact, icône de beauté des années 90-2000, qui inspira bon nombre d'artistes, dont le personnage de Genesis dans FF7 Crisis Core. Mais on se doit évidemment de citer un autre membre de ce groupe qui lui aurait sûrement lancé le gothique Lolita, Mana-sama, icône du Japon, que ce soit dans son allure ou ses comportements, à ne jamais parler à voix haute, à dire qu'il vient de France. 喋れないですか。通訳しますね。マナさんはどちらの国からいらしたんですか。フランスだそうです。フランス。 Ses tenues venues d'Occident, habilement portées avec l'élégance japonaise, ses looks androgynes, c'est tout un courant qui arrive selon les hypothèses grâce à lui. Autre artiste mythique du visual kei, Miyavi, un de mes plus grands crushs. Et lui, on est dans le goth punk. Non, vraiment, lui, oh là 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 là. Le visual kei et le J-rock en général, c'est un panel de styles extrêmement large, mais toujours très travaillé, allant du coloré au très sombre, comme pour Diren Grey qui se rapproche plus du heavy metal. On y retrouve du gothique Lolita, du gothique victorien, du cybergoth, du pastel goth, des styles que vous retrouvez partout, notamment dans le manga avec Misa Misa dans Death Note ou encore Perona dans One Piece. Et en vrai, vous avez qu'à voir tous ces animés des années 2000. Prenez les openings de Naruto, énormément sont du J-rock. L'opening de Death Note, c'est du visual kei. Et le deuxième, c'est du pur metal avec Maximum The Hormone. Les sonorités rock sont omniprésentes dans les années 2000, et que ce soit dans le shonen, shoujo ou seinen, vous n'avez qu'à voir la popularité des musiques de Nana.
c'est du J-Rock et ça cartonne. Puis ces années-là, je voudrais pas faire les grilles encore très nostalgiques, mais je vais le faire quand même. On prenait le temps de poser le décor, on prenait le temps de regarder des animés. Tout n'était pas en x2 comme aujourd'hui où on veut absolument à l'épisode 1 du combat. À cette époque, on prenait le temps de regarder. On allumait son cerveau, on avait peut-être moins de choix, mais on cherchait à réellement regarder ce qui nous faisait envie. Pas toujours ce qui était en hype du moment. On recherchait un visuel, un style, une ambiance. Et si cette hype justement du vampire, des histoires torturées, de la romance teintée de violence était à la mode, tout comme ses musiques rock metal et ses visuels travaillés, après 2010, ça s'est lentement éteint. Et pour moi, le dernier rempart de cette mode, c'est Tokyo Ghoul. Tragique, colorimétrie foncée, J-Rock. Et le thème de la goule est quand même proche du vampire. Et même si ces dernières années, quelques animes sont sortis du lot sur le thème du vampire, comme Seraph of the End, Les Mémoires de Vanitas, Castlevania, ou encore Call of the Night, on est bien loin de toute cette mode et cet engouement autour du vampire, et on est bien loin encore une fois des chiffres de l'époque. J'ai l'impression que tout simplement, la nouvelle génération n'est pas friande de ça. Elle n'est pas friande de décors plantés, de contemplation, de mise en place de l'histoire, tout comme les réseaux sociaux, tout comme les animés d'aujourd'hui, et l'option x2 sur Crunchyroll, tout doit aller très vite. Et peut-être que du coup, face à ces animés des années 90-2000 qui puent le vintage et qui sont peut-être un peu lents à démarrer, bah du coup la nouvelle génération lâche, et c'est dommage. Et je sens personnellement comme un retour vers ce côté gothique. Le rock metal revient pour moi un peu en force, puis avec le retour de From Software et l'impact énorme de Elden Ring et son univers dark fantasy, également Devil May Cry et son univers démoniaque qui revient en force en anime, avec cette bande son exceptionnelle. J'ai l'impression qu'ils ont fait cet anime juste pour ravir la génération 80-90. C'était pas pour vous, c'était pour nous. Oh là là, je parle comme une vieille, c'est horrible. Aujourd'hui, on est en recherche du nouveau Big Three, de la nouvelle pépite, alors que beaucoup, en fait, se contentent de replonger dans cette période où on a eu des légendes du manga et de l'anime. On est peut-être fatigué de cette phase production d'anime et même d'histoire où tout va très vite. J'en ai vu personnellement beaucoup qui étaient fans du Japon et qui voulaient vivre là-bas en 2008, me dire en 2013 qu'elles apprenaient actuellement le coréen et qu'elles prévoyaient de partir à Séoul. On a laissé la J-pop J-rock pour la K-pop, on a lâché sa tenue Lolita pour une tenue d'idol coréenne, on a laissé les vampires pour les zombies et les isekai, on a laissé les longs cheveux et les mèches qui tombent habilement travailler à la cire japonaise Gatsby pour des coupes de cheveux réglementées coréennes. Et encore une fois, je ne critique pas, je fais une constatation et je sais qu'il y a énormément de personnes qui aiment les deux. Mais je sais aussi qu'il y en a qui ont abandonné. Peut-être ça que je critique un peu. Et c'est peut-être ça qui me rend aigri. Du coup, là, vous vous dites que je suis en train de tabasser la Corée. Non, pas du tout, c'est juste que j'ai ouvert les yeux sur ces effets de mode. Surtout ces effets de mode asiatiques. Et j'espère simplement qu'un jour, ça reviendra un peu sur le devant de la scène. Et qu'on aura peut-être un jour la suite de Vampire Knight. Au final, j'ai juste envie que vous voyez en anime si Yuki, elle va se mettre en couple avec son frère, son arrière-grand-père, ou son meilleur pote. Et surtout, qui va crever à la fin. Regardez Vampire Knight. Bye bye les Nakama.